salut, j'espère que vous allez bien et qu'il fait enfin chaud chez vous. Deuxième partie de cet épisode dédié au SOC et à la Blue Team. Cette fois on va voir tout ce qu'il faut pour devenir un bon analyste SOC. Les formations, les certifs, les skills, et est-ce que vous avez besoin de partir 6 mois en Amazonie en Man vs Wild pour vous entraîner à encaisser les situations de crise, ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes un petit peu plus sympas? En tout cas, installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalk. Donc oui, partie 2, comment devenir analyste SOC. C'est parti, on va parler recrutement, on va parler formation, etc. Monsieur Siopi, c'est quoi ton parcours à toi pour devenir SOC analyste et qu'est-ce que tu conseillerais comme formation certif pour quelqu'un qui veut se lancer? Ok, alors je vais vraiment te faire tout mon parcours. J'ai jamais été fan, tu vois, des études générales. C'est vraiment un point de vue, hein, c'est mon opinion. Tu vois, je savais déjà ce que je voulais faire, je voulais bosser dans l'IT au début. En troisième, tu vois, je le savais déjà. Du coup, j'ai pas fait un bac général, j'ai fait un bac professionnel. Mes profs, ils m'ont dit, mais t'es stupide, pourquoi tu vas faire un bac professionnel? Parce que souvent, tu vois, c'était catégorisé de bac pro, c'est pour ceux que, voilà, qui n'ont pas des très bonnes notes, etc., tu vois. Alors non, c'était la mentalité qu'il y avait à l'époque. Et moi je me suis dit, bah, je m'en fiche, je sais ce que je fais, ce que je veux faire, tu vois, donc je suis parti en bac professionnel, système électronique numérique, tu vois, et en option développement. Donc j'ai commencé en bac à faire du dev, à faire des stages dans des boîtes où voilà, je pouvais faire aussi un peu de dev, etc. Donc c'est vraiment pas mal parce que tu commences aussi à apprendre aussi tout ce qui est réseau, vraiment tout ça. D'ailleurs, je crois que c'était même focus réseau, pas uniquement dev. Donc t'apprenais les bonnes bases du réseau parce que c'est important, je trouve, de vraiment commencer de la base. Hein. Faut pas vouloir faire de la cyber direct. Et à cette époque-là, la cyber, je connaissais pas du tout. Ensuite, j'ai fait un BTS SEO, c'est service informatique aux organisations, où j'étais en option dev. Donc j'ai fait du développement, j'ai fait du C#, j'ai fait du PHP, je développais plein d'apps. Voilà, c'était vraiment orienté dev parce que c'est ce que je voulais faire. Et après, je me suis dit, bon, c'est un peu redondant quand même le dev, tu fais tout le temps la même chose, tu fais toujours des formulaires, etc. J'étais en mode, bon, ça me passionne pas de fou. Et du coup, j'ai basculé un peu vers la cyber, tu vois. Et ça a croisé en même temps avec une très chère personne qu'on connaît ici, qui s'appelle Euse. Je suis arrivé, un jour j'étais sur LinkedIn, et là je croise un post de Euse, qui dit, hey, on fait des meet-up à Xbox France, ça va être le premier. Ça vous dit de participer? Je suis en mode, ah oui, c'est intéressant tout ça, et grâce à lui, tu vois, je l'ai ping, il m'a dit, bah viens participer, et du coup, j'ai rejoint ça, et je suis en mode, ah ouais, c'est cool la cyber quand même, c'est plutôt sympa, ça a l'air fun, il y a une communauté sympa, tu vois. Et c'est là où ça a commencé. Après, j'ai fait une licence informatique générale, et après, j'ai fait un master. Un master, c'était en manager de sécurité et des systèmes d'information, voilà. C'est un master cyber, mais pas trop technique, quoi. Ça t'apprend plutôt tout ce qui était autour de la gestion des crises, des projets, tout ça. C'est vraiment. Et t'avais vraiment un gros aspect management aussi, ce qui était plutôt pas mal à faire. Par contre, je trouve que pour la partie technique, les études, c'est light. En tout cas, ça dépend des formations, mais c'est mon point de vue. Hein. Tu vas pas apprendre le gros de la cyber dans tes études et dans tes cursus à 8 heures par jour et 12 cours à faire. Pour moi, il faut vraiment que tu sois passionné et que tu t'apprennes de toi-même. Donc durant mes études, moi, mes jeux vidéo, j'en avais pas trop, et j'étais à fond sur les plateformes, type Hack the Box, TryHackMe. J'ai commencé avec TryHackMe, moi, et super plateforme où tu pouvais apprendre de zéro. J'ai commencé par apprendre de l'offensif. Je te mode, ah, c'est sympa, j'ai appris un peu de défensif aussi, je te mode, bah c'est cool. Après, quand j'ai commencé à augmenter de niveau, tu vois, je suis passé sur Hack the Box. Et je te mode, ah ouais, c'est sympa de faire des box, tout ça. Et après, j'ai découvert les prolabs. C'est satisfaisant à fond. Parce que là, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment des infrastructures complètes qui simulent un peu les infras d'entreprise et tu dois les compromettre. Donc moi, j'ai adoré. Donc j'ai fait pas mal d'offensifs à ce niveau-là, où j'ai fait les prolabs Dante, Offshore, Rasta, et un autre que j'ai oublié, le tout dernier, là, le petit sur l'AD. Mais c'était vraiment intéressant à faire. Et j'ai vu cette période, j'ai eu ma période offensive en fait pas mal, hein, et je me posais la question, à mon avis, ce qu'on s'est tous posé quand on a débuté, c'est je vais où? Je fais de l'offensif, du défensif, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai demandé à quelqu'un qui s'appelle Euse de nouveau, je lui ai dit, tu me conseilles quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, écoute, t'enferme pas dans l'offensif, tout le monde veut faire de l'offensif, c'est sexy l'offensif, mais recule un peu et
et regarde un peu ce qui existe en fait en métier cyber. Et lié à ça, en fait, j'ai commencé à regarder pas mal de défensifs, m'intéresser au SOC. Et ça m'a bien plu, je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai commencé à passer quelques certifications à ce niveau-là. Donc j'ai commencé à passer une certif offensive parce que je me cherchais un peu. J'ai passé le JPT, la V1, la toute première qui était sortie à l'époque. Et ensuite, je me suis dit, ok, je veux une certif offensif. Maintenant, je veux une certif défensif. Comme ça, j'ai fait les deux. J'ai passé la BTL, Blue Team Level 1. Et c'était vachement bien parce que la certif, t'as un peu tous les corps. T'avais du CM, t'avais du forensic, t'avais vraiment tout ce qui était analyse de mémoire, t'avais la gestion aussi d'incidents. Et c'était vachement complet, je la recommande totalement. Et après ça, je me suis dit, c'est cool parce qu'en vrai, quand tu sors d'un bac plus 5, en fait, on sort tous, entre guillemets, on sort tous avec un bac plus 5. Comment tu te démarques? C'est vraiment en ayant des trucs sur ton CV que les autres n'ont pas. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je passe des certifications sur mes propres moyens. Et donc, je me suis payé quelques certifications en fait pour te démarquer de tout ça. Et donc, voilà, ça c'était mon parcours. Désolé, c'est un peu long. Et lié à ça, ensuite, j'ai basculé, j'ai déménagé, j'étais dans l'est de la France et j'ai bougé sur Rennes parce que, on va dire, dans l'est de la France, la cyber, c'est pas trop ça. Donc en gros, globalement, tu as deux gros choix si tu veux faire de la cyber. Bon, si tu veux faire de la cyber, entre guillemets, tu peux en faire un peu partout. Mais si tu veux vraiment avoir un bassin actif au niveau de job, c'est soit Paris, soit Rennes, en vrai, souvent. En tout cas, c'est les bassins les plus actifs en France. Donc j'ai bougé à Rennes, parce que no way Paris. Et j'ai été dans une ESN où j'ai fait un peu de SOC. J'ai eu l'occasion de passer la ISO 27001, totalement random, mais je l'ai passé, c'était intéressant. Donc c'est plus une certif gouvernance, on va dire. Mais c'est toujours des connaissances. Prenez le maximum de connaissances, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant. Et après, j'ai été envoyé en mission dans ma boîte actuelle. Et ma boîte actuelle a fait un mercato et a dit toi, tu viens chez nous en interne. Et du coup, j'ai cassé mon contrat avec ma toute première ESN et j'ai été mercato là où je suis actuellement. Donc voilà, j'en suis arrivé à faire 2 années en tant qu'analyste SOC L2. Et du coup, maintenant, je suis analyste L3 CTI. Donc voilà. Et entre-temps, j'ai passé 2 autres certifs, la CRTP et la CRTO. Voilà. C'est toujours important, je trouve, de garder ses connaissances. C'est toujours sympa de passer des certifs qui ont une vraie valeur ajoutée, en fait, qui t'apportent vraiment des connaissances, quoi. Te certif très défensive, dis-moi. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, pour moi, tu vois, je fais du SOC quotidiennement. Les certifs, ça m'apporterait rien. À part, je parle en tant que perso, mais les certifs défensives, c'est uniquement pour valider un cache. Je sais pas, valider une techno, tu vois, par exemple. Tu passes une certif QRadar, tu passes une certif Splunk. C'est plutôt pour te vendre à des clients, ça. Et c'était pas vraiment comme ça qu'était orientée ma boîte, et tant mieux. Parce que, en fait, moi, comme je fais de la blue team tous les jours, je me dis, l'aspect que je bosse pas, c'est l'offensif. Donc des fois, j'en fais un peu en perso et je passe des certifs parce que c'est... Pour moi, si tu veux être un bon défenseur, il faut savoir attaquer. Il faut savoir comprendre comment se passent les attaques. Donc j'ai passé pas mal d'offensifs, ouais. C'est comme ça que tu deviens un bon analyste aussi. Parce que si t'es analyste SOC et tu comprends pas comment ça se passe, la kill chain, donc d'une attaque, comment se déroule toute une attaque et comment un attaquant fonctionne, tu sauras pas correctement le trouver, en tout cas dans tous tes logs et dans toute l'activité de ton SI. Du coup, c'est quoi les skills dont tu as besoin pour être un bon analyste SOC? Les skills techniques d'abord. Ok, technique. Technique, faut avoir des bases de système. Faut comprendre comment fonctionne un SI. Faut comprendre comment fonctionne un serveur. Tu dois savoir le réseau aussi, des bases de réseau. Tout ce qui est TCP/IP, modèle OSI, c'est les bases de réseau en fait. Comment ça fonctionne, les communications. Comment en fait se parlent les serveurs et comment s'envoient les données. Parce que par exemple, quand tu as de l'exfiltration DNS, il faut comprendre c'est quoi le DNS, il faut comprendre comment ça communique. Tu dois vraiment avoir des fondamentaux solides. Tu peux pas arriver en cybersécurité sans comprendre comment ça fonctionne ici au préalable. Parce que tu sautes des étapes vraiment cruciales à ce niveau-là. Et au niveau encore skill, il faut avoir des connaissances pour moi, en tout cas avoir une bonne base de compréhension de l'offensif, comme je le disais avant. Pour moi, les connaissances défensives, SIEM et tout ça, tu peux l'apprendre sur le tas quand tu deviens analyste en vrai. Si tu fais analyste L2, ça s'apprend.
C'est un outil comme un autre. Mais t'as pas besoin d'apprendre un CM Splunk, un CM Sentinel. C'est un outil de recherche de log. Tu t'adaptes au langage de requête et voilà. À mon avis, t'as pas besoin d'être pro Sentinel ou pro Curadar avant de commencer le métier, ça s'apprend sur le terrain. Mais il faut surtout bosser ta compréhension que t'as de la menace et ta compréhension que t'as du SI. C'est ultra important. En tout cas, ça c'est sur les skills techniques. Et côté soft skill? Côté soft skill, pour moi, c'est vraiment la partie le plus important même. C'est ce que je regarde déjà en premier chez un analyste quand on fait des recrutements. Il faut que ça soit quelqu'un qui ait du sang-froid, vraiment beaucoup de sang-froid, qui sache, parce que tu vas être amené à gérer des crises. Donc il faut que tu sois très posé, que vraiment tu saches gérer de la pression. Et tu as aussi une grosse capacité rédactionnelle à avoir. Parce qu'il faut que tu saches, si tu communiques par exemple de l'investigation, et des investigations à des clients ou même dans ton SI, il faut que tu saches structurer l'investigation et savoir résumer ce que tu as vu. Parce que tu vas avoir plein de data, tu vas avoir plein d'infos, mais ça, du coup, il faut le structurer pour l'envoyer aux personnes et leur dire quoi faire. Et vraiment, ça, faut que ça soit clair dans ta tête, et que tu saches bien écrire, bien communiquer. Ça, c'est aussi une compétence qui est ultra importante. T'as l'aspect communication aussi, plutôt oral, communiquer avec des personnes, savoir bien t'exprimer, c'est tout bête, hein, mais tu vas être en face de plein de clients ou de plein de personnes ou de plein d'utilisateurs qui soit ne savent pas ce que tu fais, soit s'en fichent un peu de la sécu, et donc va falloir vraiment les sensibiliser, ou des fois tu peux même avoir des clients qui sont un peu plus durs, ou qui... Voilà, tu gères de l'humain aussi en fait. Tu parles à des humains, tu gères aussi, par exemple, dans le MSSP, souvent, l'organisation, c'est que tu gères des clients. Donc tu vas être en gestion de clients. Donc tu vas faire souvent des comités de suivi pour suivre un peu leur état de la sécurité. Et du coup, tu vas les voir toutes les semaines. Donc tu vas discuter avec eux. S'il y a un couac, ils vont te le dire, ils vont te le remonter. Il faut savoir bien répondre aussi à ça. Savoir comment répondre et tout ça. Donc il y a une grosse partie com aussi, qui est ultra importante, je trouve. Ok, alors ouais, tu as répondu, je pense, en partie à la question que j'avais juste après, mais peut-être qu'on peut un peu le récapituler. Pour toi, un candidat idéal, c'est quoi? Est-ce que c'est un mec qui a forcément, tu sais, un bac plus 5 avec les bonnes certifs qui va, ou est-ce que si t'as un mec qui arrive un peu en mode autodidacte mais qui a pas mal bourlingué sur, je sais pas, des labs, tu vois, qui a fait des petits projets, des trucs comme ça, est-ce que ça passe? En gros, qu'est-ce que tu regarderais toi sur un nouveau candidat? Tu vois, quelqu'un qui arrive dans le métier, qu'est-ce qu'il faudrait, tu penses, pour qu'il tape un peu dans l'œil d'un recruteur? Alors, de mon point de vue, il faut que ça soit quelqu'un qui soit déjà passionné par la cyber. Faut vraiment s'y intéresser. Parce que en vrai, c'est pas un métier que tu peux faire sans avoir une veille active déjà. Il faut que déjà que tu pratiques, faut qu'on voit que ça t'intéresse réellement, quoi. Donc c'est vrai que cet aspect plateforme, c'est quelque chose que je regarde. Si tu me dis, moi la cyber, non, c'est... Attends, je vais après reprendre ce que je vais dire là, mais... La cyber, c'est que au taf, rien qu'au taf, et chez moi, je regarde pas du tout de cyber. C'est peut-être que le domaine ne t'intéresse pas 100% parce que c'est vraiment un domaine qui est riche et sur lequel tu peux pas t'arrêter et faire du 8h, 17h, tu vois. Je vulgarise, c'est très brut, mais il y a quand même cet aspect passion, je trouve, au niveau de la cyber, qui est important. Donc pour moi, il faut quand même qu'il y ait une certaine appétence pour ça, déjà dans un premier temps. Même si je dis pas, vous dormez cyber, vous mangez cyber, vous faites que de la cyber quand vous rentrez et tout ça. Mais il y a quand même un aspect où il faut avoir le petit intérêt quand même. C'est pas un lieu où tu peux arriver en mode full lambda. Mais par contre, je vais donner une autre vision, la vision de la française. Si tu candidates à un poste d'analyste L2 sans un bac plus 5, en France, compliqué. En fait, tu vas peut-être être recruté, mais au niveau salaire, tu vas pas être payé à ta juste valeur. Donc, ce que je peux recommander, c'est de passer un bac plus 5. En fait, ça va te valider, en France en tout cas, un acquis, et c'est bête, mais tu vas avoir le statut maximum que tu peux avoir. J'ai l'exemple de certains collègues qui sont analystes L2, qui sont très compétents, il n'y a pas de souci. Ils sont ultra bons comme techniques, mais ils sont payés largement en dessous d'autres personnes qui font le même travail juste parce qu'ils n'ont pas le bac plus 5. Donc, en tout cas, si vous restez en France, faites bien attention à ça. Ok, ouais. Malheureusement, c'est ce qu'on entend quand même. Ouais, c'est triste. Ouais, Moi, je trouve ça totalement débile parce que t'as des personnes qui sont pas du tout fans des études, qui sont pas du tout scolaires, mais par contre, ils sont très très bons dans leur domaine et
Et t'as pas besoin d'un diplôme pour prouver ce que tu vaux réellement, des fois, techniquement, si le système scolaire ne te correspond pas. Mais c'est la France. Voilà, c'est la mentalité française où il faut passer tes diplômes, tes bacs, etc. Tu vois. Après, moi, je trouve que les études, c'est une bonne opportunité de bosser. En fait, c'est là où tu vas avoir le temps de bosser tes certifs, le temps de bosser tes plateformes. T'es en études. Donc, t'es encore dans un système qui est plutôt tranquille, entre guillemets. Moi, toutes mes études, ça, je l'avais pas précisé, mais j'ai fait tout en alternance. De mon BTS jusqu'à mon master, j'ai fait 5 ans d'alternance. C'est-à-dire que je suis sorti de mon master, Bac plus 5, j'avais déjà 5 ans d'XP, qui sont comptés souvent au niveau RH et comptés à la moitié comme tu en alternance. Mais tu arrives déjà sur le marché de l'emploi avec une première expérience. Donc ça, c'est ultra important. Donc utilisez ça pour faire un levier sur votre profil, en fait, et monter en compétences. Parce que, en toute transparence, quand vous allez rentrer dans le vrai marché de l'emploi, vous allez commencer à travailler, vous allez beaucoup plus lever le pied sur l'aspect cyber parce que vous en ferez au quotidien. Ouais, carrément. On avait ça en question tout à l'heure. Je sais plus qui l'avait posé, mais c'est pas grave, je vais la poser comme ça. Ouais, qui demandait comment est-ce qu'on en arrive à bosser en SOC, parce qu'au final, tu vois, les fiches de poste, on te demande à chaque fois 3 ans d'expérience pour un truc débutant, un truc junior. Alors, je parle pas des postes débiles où ils te demandent 10 ans d'expérience en sortant de Bac plus 5, parce que voilà, Ouais. ils peuvent mourir, mais ouais, donc l'alternance, majoritairement. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop mal. Est-ce que ça se fait aussi, je sais pas, peut-être, des ponts en interne, tu vois, ou des expériences, genre imagine t'es dans la partie build, on va dire, ou management de vulnérabilité. Est-ce que ça peut se voir d'aller traîner un peu avec le SOC et peut-être faire une petite mission comme ça? Ouais, ça se fait. Totalement. Mais en fait, ça dépend de chaque entreprise aussi. Ça dépend de la mentalité de la boîte et comment elle voit les profils, tu vois. Il y a des boîtes qui vont dire non, non, toi tu restes là, tu fais ça, je t'ai recruté pour ça, tu vois. Mais tu vois, dans mon exemple, le SOC, t'as quand même un turnover qui est assez récurrent, tu vois. Parce que quand même, au niveau du boulot d'analyse SOC, c'est un boulot qui peut être vite répétitif quand même, parce que tu traites des alertes de sécurité toute la journée, etc. Même si tu vois plein d'alertes, bah, souvent, on va dire, la durée de poste moyenne, c'est 2-3 ans. Voilà. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Non, en tout cas pour un analyste L2, je parle. Parce que tu vois souvent les mêmes choses et après, tu as envie d'évoluer, quoi. T'évolues vers d'autres postes. Mais donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. J'ai perdu mon fil. Mais donc le turnover, souvent, il peut être assez important, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Par contre, comment tu arrives à ce type de poste? Moi, dans ma boîte, souvent, il y a ce qu'on appelle des vies ma vie. Tu vas passer 1, 2, 3 journées avec un autre pôle et ils vont te montrer comment ils travaillent, etc. Et tu as des fois l'opportunité de bouger complètement. C'est ce que j'ai fait, moi. En fait, on a un pôle threat hunting. Quand j'étais analyste SOC L2, j'ai dit, moi, je suis arrivé à mes limites. Techniquement, le L2, c'est un certain niveau et je m'ennuie un peu techniquement. Est-ce que je peux aller au-dessus? Et on m'a proposé de faire un vie ma vie, du coup. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai été recruté, du coup, en analyse CTI au niveau L3, quoi. Donc ça dépend. Et après, par contre, il y a une autre possibilité pour des personnes qui sont pas dans une boîte qui fait de la cyber de base. Alors, vous en verrez plein, c'est des ESN. Malheureusement, c'est des fois une bonne première étape pour rentrer chez un client, chez un plus gros client, tu vois. Parce que les ESN, du coup, ils vont avoir des contrats avec des grosses boîtes qui, des fois, ont des SOC internes, des SOC dédiés, etc. Donc, des fois, tu vas être placé chez les clients. C'est ce que j'ai fait, en fait. Moi, j'ai été placé dans ma boîte. Et ça peut te laisser l'opportunité de rentrer dans une plus grande boîte alors que t'as pas de première expérience en SOC, quoi. Du coup, parce que comme tu as dit, une fois que tu bosses dans la cyber, c'est vrai que sur ton temps personnel, en général, tu en fais moins, tu as moins le temps aussi, et sinon c'est le burn-out encore beaucoup. Du coup, comment tu fais quand tu analyses ça quand même pour rester à jour en permanence, tu vois? Parce que t'as pas forcément le temps de le faire sur le boulot, du coup ça va être hors temps de travail, mais comment tu gères ça? Et j'ajoute, je demande en plus, est-ce que tu as des sources, toi, de veille ou de formation, etc., pour rester à jour, en fait, sur ta veille? Alors, la veille, moi je pense que ce qui est bien, c'est quand même au niveau. Parce que au niveau de ta journée de travail, c'est quand même de consacrer un peu de temps. On sait qu'il y a un run, mais je pense que tu as quand même une veille à faire. Tu peux la faire pendant ta journée de travail. Ça prend pas tellement de temps, tu vois, de faire une veille si tu as une veille qui est bien structurée. Donc ça, c'est possible. Moi, je la fais. En fait,
Je la fais en dehors aussi, tu vois, mais ça dépend de chaque analyste et chaque personne en fait, si il a envie de avoir de l'information à ce niveau-là. Donc je pense que c'est quelque chose que tu peux adapter parce que même quelques minutes de veille, c'est toujours ça de prix. Tu récupères de la connaissance et tu te mets à jour sur l'état de la menace et sur les nouvelles tendances. Donc, et c'est aussi, à mon avis, c'est aussi quelque chose qui doit être fait en interne dans ta boîte. Nous, comme je le disais avant, on a des news qui sont envoyées aux analystes sur leur boîte mail. Donc ils reçoivent la donnée et ils reçoivent de la threat intel. Et aussi, on leur fait des points chaque semaine ou chaque mois, ça dépend comment est organisée ta boîte, pour présenter l'état de la menace. Et donc, nous, la boîte, et nous, les L3, les tenir informés, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de travail. Donc ça, c'est quelque chose aussi, c'est un processus à mettre en place. Sur la question de comment structurer sa veille en tant que perso, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un Feedly. Feedly, en fait, ça te permet de gérer du flux RSS. Et tu configures ton Feedly avec les sources qui t'intéressent. Donc souvent, en analyse CTI, j'ai tous des blogs de CTI, des grandes compagnies qui effectuent souvent des analyses comme du Trend Micro, comme du Sequoia. C'est vraiment des grosses boîtes qui publient régulièrement des bulletins de threat intel. Tu peux avoir également tous les bulletins de CERT, le CERT-FR ou même les CERT étrangers, qui vont publier des bulletins de vulnérabilité, des états de la menace. Donc tu te fais vraiment ton petit Feedly avec tout ça, et tu le parcours tous les jours pour voir les différents articles. Moi, c'est ce que je fais. Je me mets plusieurs créneaux dans la journée pour dire « Ah ok, il y a ça », et je le lis, et je prends mon temps, quoi. T'as aussi l'IA qui te permet de faire ça, c'est tout bête, mais il y a des fois, t'as des articles qui font 4 pages, t'es en mode « Bon, je vais pas avoir le temps de tout lire ». Tu prends ton article, tu le mets dans le chat GPT, tu dis « Tu peux me résumer ça assez rapidement ». C'est aussi une façon de faire pour avoir un briefing, en tout cas un peu quotidien au niveau de la menace. Et l'autre façon aussi de faire de la veille, c'est tout bête, mais X, anciennement Twitter du coup, c'est trop bien, parce que tu suis des comptes et tu te fais ton petit algorithme. Moi j'ai un compte professionnel dédié à ça, parce que je pense qu'il faut avoir 2 comptes dédiés, parce que tu peux vite te retrouver pollué avec 12 millions d'infos si tu as ton compte perso, et tu vas moins être concentré du coup sur ce que tu regardes. Mais X, c'est une base en or du coup pour trouver de l'information. Tu peux aussi utiliser Mastodon. C'est aussi tous les trucs, tous les réseaux sociaux un peu, t'avais Blue Sky et tout ça. En fait, l'important c'est vraiment de suivre les personnes intéressantes dans le milieu. Donc ça revient aux mêmes personnes, il y en a plein. Il y a des personnes qui sont spécialisées en IA, il y a des personnes qui sont spécialisées en CTI. Moi là je pense à Thomas Rocchia qui est une bête en IA, etc. Moi je le suis, j'ai les notifs et tout. Mais tu vois, c'est des personnes ultra intéressantes qui bossent dans des divers contextes et divers boîtes, qui est intéressant de suivre parce que c'est aussi une veille intéressante à ce niveau-là, quoi. Et si tu devais, par exemple, faire un entretien de recrutement, que tu te retrouves avec 2 candidats, t'en as un, c'est une petite brutasse technique, par contre il a 0 veille, et l'autre c'est l'inverse en fait, c'est une grosse quiche technique, mais par contre il a une méga veille. Tu tendrais vers quoi plutôt? C'est une bonne question. C'est pas simple. Je pense qu'il y a l'aspect com aussi qui rentre. Parce que si... En fait là je pense que la veille ça va jouer. De toute façon une personne qui a une veille, souvent il a quand même des bonnes bases. Parce que s'il fait beaucoup de veille, c'est qu'il comprend quand même un peu ce qui se passe. Donc à mon avis c'est possible d'évoluer. Je pense que ça va pas être le seul facteur. En vrai c'est difficile je pense de répondre uniquement sur la veille. Tu dois faire de la veille. Si tu le fais pas, c'est un gros point négatif en tout cas. Mais ça va se coupler quand même à plusieurs autres critères comme la communication, etc. Si t'as une brute technique par exemple, mais qui sait pas communiquer, désolé, ça va pas être possible. Parce que si t'es très bon techniquement, mais devant le client, tu sais pas parler, ça sert à rien. Parce que tu vas pas apporter de la valeur en fait, dans le contexte. A l'inverse, si t'es pas très très bon techniquement, tu peux toujours monter en niveau, on peut toujours te former, tu peux toujours faire des plateformes, on a du temps dédié aussi à de la formation. Donc ça s'évolue. Mais avoir une bonne com, c'est déjà un bon point, parce que tu vas bien communiquer avec le client, bien communiquer avec les utilisateurs, donc voilà, c'est un point aussi. Il y a c'est pas un seul point qui va être éliminatoire ou pas, c'est un ensemble qui va te faire de toi un bon ou mauvais analyste, quoi. Alors je pense que tu nous as un peu donné la réponse tout à l'heure, mais est-ce que tu conseillerais aux futurs analystes SOC de s'occuper un peu du côté offensif également?
C'est un peu ce que tu nous as dit quand même. Ouais, bien sûr. Mais en fait, pour moi, c'est même obligatoire. Mais tu vois, ça se voit vite parce que je suis arrivé dans ma boîte actuelle là. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a des analystes qui connaissaient pas du tout l'offensif. Je suis en mode, mais comment vous faites? Je suis en mode, comment vous faites pour comprendre ce que vous investiguez, tu sais, si tu sais pas en fait ce qui se passe de l'autre côté. Donc pour moi, c'est obligatoire. On demande pas d'être un mec qui sait bypass des EDR, tout ça. Non, on va pas aller jusqu'à là. Même si ça t'intéresse, fais-le, hein, mais ça t'apporte de la connaissance. Mais avoir vraiment une bonne base offensive, te maintenir à jour dessus, comprendre la kill chain aussi des attaques, la phase de reconnaissance, tout ça, de weaponization, de comment ça fonctionne en fait, l'attaquant. Et ça va te permettre ensuite dans tes analyses de le suivre, de savoir ce qu'il va faire. Moi, il y a plein d'analyses que j'ai faites où c'est bête, hein, je faisais des box hack the box ou des prolabs. Je me dis, ah, mais là, je me souviens, j'avais fait ça. Est-ce qu'il a pas fait ça? Et tu regardes, il fait, ah, bah bingo, il a bien énuméré ici, tu vois. Et ça va t'aider parce que tu vas avoir le mindset offensif, donc tu vas essayer de te mettre à sa place. Et c'est là où tu vas gagner du temps dans tes investigations, tu vas gagner de la qualité dans la rédaction, parce que tu vas expliquer, tu vas savoir vulgariser en fait ce qu'il a fait, et ton client, quand tu vas lui proposer des règles, tu vas lui dire, oui bonjour, je te propose une règle Kerberoasting. Le client il te dit, c'est quoi une règle Kerberoasting? Si tu sais pas répondre, tu passes pourquoi quoi, tu vois. Tu mets pas de la règle pour mettre de la règle. Donc c'est important d'avoir des connaissances à ce niveau-là, ouais. Ouais. Je suis en train d'imaginer le mec qui pédale sur le Kerberoasting devant le client, ça doit piquer. Je l'ai vécu et je te dis c'est compliqué. Mais c'est pour ça que c'est ultra important de comprendre ce que tu fais en fait. Autre question aussi sur la partie plus gestion, on va dire, du stress, de la pression, etc. Alors, comment est-ce que tu fais, toi, par exemple, dans ton boulot, comment est-ce que tu as fait pour t'adapter à ce genre de pression en étant en SOC, par exemple, avec des alertes un peu tendues ou des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a moyen de s'entraîner à se mettre la pression tout seul? Je vois pas trop comment on peut faire ça, mais est-ce que tu peux payer des potes à toi pour débarquer chez toi et te mettre des coups de coussin dans la gueule? Je sais pas. Non, comment est-ce qu'on peut s'entraîner à ça, tu vois, en vrai? Et ouais, qu'est-ce qu'on peut faire en amont, voilà, pour montrer qu'on est résistant? C'est une bonne question. Bon, ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Je pense que tu as un premier facteur qui est assez personnel. Je dirais pas que c'est inné, mais en fait, ça dépend de la personnalité de chacun, tu vois, comment il réagit face à la pression. Après, ça, tu peux l'entraîner. Mais comment tu peux faire, ça, c'est une très bonne question. En vrai, ça dépend aussi de ce que tu fais à côté, je pense. Parce que tu peux avoir peut-être des hobbies, tu vois, où tu dois gérer des trucs assez compliqués. Tu vois, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, tout ça, mais tu arrives à prouver que tu sais, tu vois, gérer peut-être d'autres pressions ou de situations, je sais pas, conflictuelles ou des trucs comme ça. C'est quelque chose qui est pas simple en vrai. Ouais, tu vas dans la forêt affronter des grizzlies à main nue et tout. Mais en vrai, ça c'est quelque chose qui est assez. Je pense que tu peux évoluer. En fait, tu peux avoir après avoir l'habitude un peu, tu sais, de ce type d'incident ou de gestion de crise, tu vois. Même moi, quand la première fois on m'a appelé, on m'a dit bonjour, première astreinte, t'as jamais fait d'astreinte de ta vie, tu vas dans une crise client où il y a une compromission et l'attaquant est dans le système. T'as beau gérer la pression, t'es en mode c'est pas bon, parce que tu sais qu'en face tu vas avoir un client qui va être stressé. Et faut le gérer quoi, le client. Faut le gérer, et toi faut que tu gères aussi ta propre pression. Parce qu'il faut que tu fasses des résultats, et si t'arrives devant le client et tu lui dis j'ai rien trouvé monsieur, ça craint aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect où t'apprends aussi avec le temps et t'apprends avec l'expérience. Et c'est quelque chose qui... Souvent on essaye, dans ce genre de situation, si on a quelqu'un qui est trop junior, on essaye de le mettre en binôme avec quelqu'un qui est plus senior pour le cadrer aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une personne qui puisse gérer et cadrer un peu cette situation-là. C'est vrai que c'est pas simple. Il n'y a pas de tuto YouTube pour dire maintenant je sais gérer la pression très bien, tu vois. Bah non, ouais, c'est chaud. En fait, à part t'exposer entre guillemets à des procédures pour te familiariser avec qu'est-ce qui va se passer le jour où ça se fait, peut-être, mais. Comme je te disais, l'exercice de gestion de crise, c'est un très bon exemple. Ça, on essaye d'en faire un à chaque fois. Des fois, tu le fais même pendant les études, ça peut arriver. Je sais que nous on le faisait pour des étudiants, etc.
Et même des fois, c'est organisé même par des étudiants, hein, c'est plutôt intéressant. Parce que ça te permet de savoir comment réagir, et même à tous les niveaux, pas uniquement les analyses SOC, tu vois. Et même au niveau des entreprises, je divague un peu, mais genre c'est important de tester la réaction. Parce que c'est pas quand tu seras vraiment en crise que tu vas tester ça, tu vois. Des gens qui font pas mal de compétitions aussi, les grands sportifs, Oui, ce genre de choses, c'est tu ça. sais que... Bah, ça va montrer aussi le mindset, tu vois. Si t'es le top, ou c'est vraiment si tu fais quelque chose qui demande... Et même, tu vois, des sports collectifs. C'est-à-dire que t'as un mindset de travail d'équipe, tu vois, et du coup, tu vas bien t'entendre, et tu vois, c'est aussi des soft skills qui sont liés à ça, quoi. Et pardon, il y a des écoles aussi qui proposent ça. Alors, je parle de l'ESNA parce que tu connais l'ESNA Nouveau, mais à l'ESNA, il y a des exercices non, qui sont faits comme ça. On l'avait vu, je crois, à l'ESEP aussi quand on y était. Gestion de crise, ouais, c'est 5 Ouais. jours. Ok. Donc ça, on peut familiariser, entre guillemets, les étudiants, les futurs analystes avec ça au moins. Un petit peu, ouais. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein, parce que chacun prend son rôle, et puis c'est un travail, comme tu as dit, hein, il y a un côté roleplay en fait, où tu vas peut-être jouer le client, ou peut-être jouer le manager, ou être dans la Red Team. La Red Team, c'est des rôles particuliers, parce que c'est généralement des gars très techniques, et ils sont là pour tout casser. Mais c'est hyper intéressant, la gestion du stress, où tu t'aperçois que même pour un exercice, en fait, la pression peut monter et aller presque au conflit, en fait. Ou des gens qui craquent complètement sous la pression, alors que c'est juste un exercice, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord, les exercices de gestion de crise, c'est hyper important, quoi. C'est trop bien. Et ça t'apprend aussi à t'affirmer un peu. Parce que tu vois, moi j'ai fait un exercice de gestion de crise. Et t'as un moment où on te positionne à un poste, mais on te demande pas ton avis. Et moi, on m'avait positionné en responsable SOC, tu vois. J'étais en mode, ah, tu dois gérer une équipe d'analyse SOC pendant une réponse à un incident de crise. Okay. Et ça t'apprend en fait à réagir. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que du coup, il y a des personnes qui sont managers ou comme ça qui deviennent analyse SOC random total, tu vois. Et tu dois les gérer. Donc tu dois gérer de l'humain qui est perdu. Donc tu vois, ça te donne plein de compétences à ce niveau-là. Et je trouve que c'est ultra intéressant. Ah. Dit critique, tu vois, c'est 4e jour d'exercice, il n'y a plus de bonjour. Ouais, clairement. Mais tu sais que même t'as des... C'est là où tu découvres vraiment des personnes et comment ils savent réagir et résister à la pression. Moi, j'ai vu plein de personnes que je suis en mode, ah, il est solide lui, et en exercice de crise, il s'est décomposé, tu vois. Ah. Ouais, mais c'est comme ça que tu vois vraiment, et tu sais quel point faut former et comment tu gères ta pression, tu vois. Est-ce que t'as déjà eu une attaque improbable, un truc vraiment bizarre, que t'as pas compris ce qui se passait, ou... Ça t'est déjà arrivé, ça? En vrai, improbable, non. Bah souvent, en fait, on remarque souvent les... En fait, beaucoup d'attaques, c'est les utilisateurs qui font des bourdes monumentales. En vrai, c'est bête, hein, mais... ce que j'ai en tête, c'est, tu vois, les attaques de type ClickFix. ClickFix, en fait, c'est une attaque qui a été popularisée de fou. Il y a une vidéo, je crois que ça vient de John Hammond, de base, qui a fait une vidéo sur ça, où il montrait avec un fake CAPTCHA, du coup. C'est un CAPTCHA que tu vas cliquer dessus, et il va dire pour valider le CAPTCHA, tu fais Windows R, tu colles ma commande et tu fais entrer. C'est fait. Et c'est l'aspect humain, tu vois, c'est du social engineering, etc. Mais ça fonctionne tellement bien. Et on en a tellement. C'est un truc tout bête, hein, c'est un CAPTCHA où vraiment tu fais je ne suis pas un robot, et tu colles ça dans ton exécuté de Windows, et tu fais entrer. Et c'est débile, tu dis jamais ça fonctionne. Il y a que ça, c'est le top 1 partout, ClickFix. Mais c'est bête, mais c'est de l'humain. C'est de l'humain, et t'es en mode, bah, ok, là il y a un gros travail de formation à faire, et on en voit tout le temps, quoi. C'est le top 1 en ce moment. Non, mais c'est là où tu te dis, de toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois, tant qu'il y aura de l'humain, t'auras du boulot en tant qu'analyste, hein, parce que t'auras toujours des vulnes partout. Que ça soit d'utilisateur lambda ou même de l'administrateur. Un administrateur qui configure une app, il peut te faire n'importe quoi, il peut faire des dingueries, il peut t'exposer des tokens sur internet, il peut te laisser un compte dormant, t'as plein de trucs possibles. C'est pour ça que c'est dur aussi d'être un SOC, parce que t'as plein de choses que tu peux pas maîtriser, qui sont dues à des facteurs humains. Il faut s'adapter et essayer de couvrir le maximum de personnes. La vache, je viens d'y penser d'ailleurs, le Shadow IT pour vous c'est l'enfer en fait. Si t'as des trucs qui sont pas détectés, pas détectables, t'es dans le caca total. Ouais, bah, si on ne remonte pas les logs, tu vois déjà, et même si il fait n'importe quoi, il passe via des PC perso, des téléphones perso, ça peut être catastrophique. C'est pour ça que faut que chaque entreprise gère bien ses assets
il limite le shadow IT au maximum et forme bien ses utilisateurs à ça aussi. Parce qu'il y a des utilisateurs qui se rendent pas compte. Ils branchent un PC perso sur une prise du taf et allez, let's go. Donc ça, c'est aux entreprises d'avoir un bon travail de formation et aussi de bloquer techniquement tout ça en fait. Et d'après toi, c'est quoi les erreurs les plus courantes des entreprises en fait? Qu'est-ce qui facilite le plus la vie des attaquants? Parce que bon, les utilisateurs, on a bien compris, ils sont un peu concons. J'en fais partie, hein. Mais on se fait tous choper à droite à gauche, on fait pas attention, on branche un truc qu'il fallait pas, on clique là, il fallait pas ça, ok, j'ai compris. Mais les entreprises elles-mêmes, c'est quoi le problème? Je pense des fois il y a des gros problèmes de formation aussi. C'est qu'ils négligent que la formation utilisateur c'est ultra important. Et qu'il faut bien former tout ça, tous les utilisateurs. Il y a aussi des absences, on remarque beaucoup que, truc tout bête, hein, mais la MFA, donc l'authentification multifacteur, elle est pas en place sur tous les clients, sur tous les utilisateurs, tu vois. C'est un truc tout bête à configurer, mais ça l'est pas. Ça l'est pas, c'est pas en place de base. Donc tu vois, ça c'est tous des trucs que les entreprises, faut qu'ils soient assez vigilants là-dessus et qu'ils définissent des bonnes politiques en fait de sécurité à ce niveau-là et qu'ils soient proactifs sur vraiment scanner toute leur infra et faire attention à ce qu'ils configurent et vraiment documenter tout, tu vois. Parce que dans des entreprises, tu vas vite être amené à faire beaucoup de serveurs sur des applications métiers que personne connaît. Si tu documentes pas, si tu as pas une SMDB, tu vois, où tu as tous tes serveurs, tu as tous tes trucs, tu documentes pas, tu catégorises pas, tu n'auras plus la gestion de ton parc. Donc il faut faire vraiment attention à ça et bien sensibiliser aussi tous tes utilisateurs à la sécu. Parce que tu peux avoir des utilisateurs que, tu sais, malheureusement, c'est pas de leur faute. Il y a un développeur, il fait du dev, il n'a pas un background sécu. Si l'entreprise ne le forme pas à ça, bah, il va faire des grosses vulnes, il va faire des mauvaises manips et malheureusement, on peut pas lui reprocher s'il n'a pas été formé au préalable, quoi. Ouais, ou alors il pourrait inclure ça dans les cursus de formation. Totalement. Mais tu sais, il y a beaucoup de mots. Même il y a encore. Tu regardes les mots de passe, tout ça. Tu sais, t'as des mots de passe qui sont faibles, des mots de passe que les gens réutilisent. T'as plein de trucs qui sont comme ça. Et c'est aussi aux côtés de l'entreprise et du SI de bien configurer ça et de faire des rappels réguliers, tu vois. Ouais, en fait, c'est de l'hygiène sécu, tu vois. Faut bien rappeler les bonnes pratiques, bien configurer, mettre des garde-fous partout. C'est lourd à faire, mais c'est essentiel pour avoir un SI qui soit sécurisé, quoi. Ouais, non, clairement, il y a besoin. Ouais, clairement, moi, déjà, ce que je dis, c'est mettez de la 2FA partout. Ça vous coûte pas grand-chose. Et activez-le, même en perso, je parle. Vous devez pas avoir un compte sur 2FA si la 2FA est possible sur votre compte. Vous dites pas, oh, c'est un petit compte, je l'utiliserai jamais. Parce qu'un compte qui se fait péter, ça peut mener à toute la suite, en fait. Donc, faut être vigilant là-dessus. Et utiliser un gestionnaire de mot de passe. Pour la petite histoire, j'ai donné une formation la semaine dernière pour une boîte et justement là-dessus, tu vois, et dans les slides, j'avais les mots de passe communs que j'avais un peu adaptés à l'entreprise en question. Et quand j'ai affiché les trucs en leur disant, bah, à votre avis, lesquels sont pourris et qu'ils l'étaient tous, à part un ou deux, et j'ai entendu que ça a rigolé nerveusement dans la salle, tu vois, tu dis bon, ok. Aïe. Mais ouais, non, c'est très important, très important. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc en tant que membre d'un SOC qui peut, dont tu peux être fier? Est-ce qu'il y a matière à être fier de, je sais pas, d'une bonne semaine où il n'y a pas eu de ransomware dans les serveurs, où personne a cliqué sur des saloperies de phishing? Enfin, est-ce que ça existe cette fierté du SOC ou pas forcément? Peut-être qu'on s'en fout, je sais pas. Non, totalement. En vrai, t'es ultra fier quand tu bloques des attaques. Et tu sais que t'as. Moi, ce qui est trop bien, je trouve, c'est quand t'as mis en place une règle, elle a bloqué une attaque, et tu vois, t'as la satisfaction client en retour. Je parle en tant qu'MSSP, mais ça peut être aussi le cas en interne. Tu sais, quand tu bloques des attaques et que tu vois que ton travail a vraiment réussi à bloquer quelque chose, tu vois, au niveau du client ou détecter même. C'est tellement satisfaisant. La première fois, tu vois, que j'ai fait une analyse, que c'était un vrai positif, j'étais trop content. Bah, j'étais pas très content du coup pour le client, mais moi, tu vois, avoir détecté ça, avoir fait l'analyse et tu sais, faire tout ça, c'est ultra satisfaisant, je trouve. C'est t'apprends des choses, tu découvres des choses,
Et même, tu vois, c'est une vraie valeur ajoutée, je trouve. Et le client, il est content, tu sais, d'avoir ça. Parce qu'il a peut-être pas les connaissances, tout ça. Donc je trouve que c'est trop bien. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'adore le SOC, c'est ultra intéressant. Est-ce que tu as un micro syndrome de Stockholm où tu t'attaches un peu à l'agresseur et tu te dis ah lui c'est mon chouchou, je l'ai attrapé, je l'aime bien, tu vois. Est-ce que tu le stalk un peu après tu te dis attends je veux savoir de quel groupe il faisait partie, t'as un peu ça ou pas du tout? Ouais, bah ouais, mais en fait, moi je me souviens la première fois où j'ai tapé un gros, où j'ai détecté un vrai positif, tu vois. C'était sur un email de phishing, tu vois, qui a été cliqué, et théoriquement, tu peux faire le mail de phishing, traiter, bloquer, réutiliser les mots de passe de l'utilisateur et basta, tu vois. Et moi, je me suis. Et je voulais pas le lâcher, le mec. Je te dis, attends, toi, mon coco, tu vas passer un sale quart d'heure, mais j'ai envie de te remonter, tu vois. Et moi, j'ai analysé le site en utilisant un peu de techniques diverses et variées, tu vois, en remontant dans les passes et tout ça. Et tu sais, t'as une URL qui rallonge. Et là, j'ai enlevé, tu sais, un par un les chemins. Et il y a un moment, je vois quoi? Oh, un open dir. Et le mec, il avait laissé tous ses fichiers de conf et il avait laissé un fichier avec un lien Telegram privé. Et du coup, je suis en mode oh, sympa ça. Du coup, je me suis mis à faire un compte Telegram, infiltrer le Telegram, et j'ai dump tout le contenu du Telegram avec toutes les discussions, tout ce qu'il y avait. Du coup, ça c'est de la CTI en or, tu vois. Et on l'a traqué, on l'a démonté, et après on a fait un dossier CTI dessus, tu vois. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est pas tous les analystes qui font ça, je pense, ça dépend de chaque personne. Et si t'as vraiment si t'es curieux, c'est pour creuser à fond. Je pense que c'est une compétence aussi à avoir en tant qu'analyste. C'est vraiment être curieux. Et en ce moment, tout à l'heure, tu en as parlé, mais j'ai pas noté, c'est quoi le type d'attaque que vous voyez le plus passer en SOC? Du click fix, beaucoup de stealers aussi, type Luma Stealer. Et là, pour vous parler d'un truc qui est vraiment en ce moment même, c'est l'utilisation de GitHub pour Ouais. délivrer des malwares. C'est une plaie en ce moment. Parce qu'en fait, t'as GitHub qui est utilisé pour du coup délivrer des malwares X ou Y. Mais vu que c'est GitHub, ben on traite pas ça en malveillant. Donc galère au niveau d'un SOC à gérer. Et il combine GitHub et l'IA pour générer des faux repos. C'est-à-dire qu'il crée 12 millions de repos à la volée. Et avec, tu sais, un readme généré en IA, mon outil fait ça, tout ça. Et en fait, dedans, tu as un malware. Par exemple, en ce moment, vous pouvez rechercher, il y a la campagne Smart Loader, où ils utilisent ça. Et en fait, c'est un loader, du coup, qui va charger ensuite d'autres menaces, comme Luma Stealer, etc. Et ils utilisent des faux repos GitHub, qui délivrent plein de trucs. Et en fait, tu vas le retrouver, par exemple, c'est pour ça que faut faire attention si vous craquez des jeux, si vous téléchargez des hacks. C'est comme ça que c'est délivré. On fait des faux repos GitHub, mais ils font des faux repos GitHub avec les différents hacks, cracks, tout ça. Et en mode, bah, tiens, installe ça. L'utilisateur qui s'y connaît pas, il l'installe et en avant, quoi. C'est quelque chose qu'on observe tout le temps, quoi. Ouais. Et il y a des nouvelles menaces de ce style-là que vous voyez émerger assez souvent? Enfin, comment vous vous préparez à ce genre de choses, en fait? Ouais, bah ça, de toute façon, c'est aussi un travail de la CTI. Ce qu'on voit beaucoup émerger, de toute façon, c'est en fait de plus en plus de l'utilisation de l'IA, même pour l'offensif. Parce que c'est cool, on a de l'IA en défensif, on peut générer des très belles fiches réflexes, des très beaux trucs. On peut lui poser plein de questions, mais les attaquants l'ont aussi, hein. On joue à armes égales là-dessus. Donc eux, ça peut leur générer le routier offensif même, hein. S'ils Ouais. font tourner un LLM maison, bah, ils créent le rôti, ils font tout. Même, ils peuvent. C'est utilisé beaucoup, tu sais, pour générer des pages de phishing. Tu demandes à ton IA, tu peux me faire reproduire le site de Netflix ou de Booking ou d'X ou Y? Bah, l'IA, tu sais, elle est bête et méchante, elle le fait. Et après, tu peux faire ta campagne de phishing comme ça, quoi. Ils ont vraiment un tooling qui est basé sur l'IA, et même des fois une communication qui est tout IA, tout propre, on pourrait croire que c'est un vrai site, quoi. Donc ça, c'est vraiment des dangers qu'on a, et qui est difficile encore actuellement à gérer. Parce que comment tu détectes une page qui ressemble trait pour trait, mais qui, tu sais, qui diverge presque pas? Comment on gère ça? Et ça, c'est un sujet d'actualité qui est encore assez difficile, en tout cas. Et du coup, enfin, tout à l'heure, tu as sous-entendu que par contre, l'IA en SOC, c'était pas vraiment utilisé. C'est-à-dire que les attaquants, enfin, ça va générer du payload à gogo, ça va générer des pages de phishing à gogo, ça va. Ouais.
ça va automatiser, peut-être même créer des agents maintenant. Enfin, il y a Ouais. beaucoup de possibilités quand même. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment le pendant, en tout cas dans ce que tu nous as expliqué sur l'utilisation de l'IA, quoi. C'est encore jeune. En fait, beaucoup de boîtes travaillent dessus, mais c'est difficile à mettre en place aussi, tu vois. L'IA, là, pour le moment, tu vois, on peut l'intégrer, tu sais, pour faire de l'analyse et tout ça. Des serveurs, tout ça, pour trouver des patterns. C'est possible, mais c'est encore jeune, tu vois. Parce que l'IA, c'est quand même un domaine qui est assez complexe. C'est-à-dire que maintenant, même un analyste SOC, même un analyste CTI doit monter en compétence sur le domaine de l'IA. Et l'IA, c'est riche, tu vois. Moi, récemment, j'étais en mode, je dois créer un LLM. Comment je crée un LLM? Je suis analyste CTI, je suis analyste SOC, je sais pas, tu vois. Mais il y a aussi cet aspect compétence au niveau IA qui doit se développer. Et l'IA, nous, au niveau défensif, on va l'utiliser en outil d'assistance, tu vois, pour simplifier des tâches, tu vois, par exemple. Pour, par exemple, prendre des logs et générer une pré-investigation ou aider l'analyste. C'est aussi des cas qu'on a pas mal. Mais c'est vrai que c'est difficile de défendre proactivement avec une IA actuellement. En tout cas, on est au tout début. Et ça évolue tellement vite les IA que t'es en mode, faut s'adapter, mais faut se former. Et donc, faut recruter aussi des personnes compétentes en IA qui peuvent nous aider à ça, quoi. Mais ouais, ok, ouais. J'ai l'impression qu'on est au début quand même, parce que si tu vois t'as des contextes qui sont assez similaires, genre la médecine par exemple, on sait que t'as des systèmes experts qui marchent pour détecter le cancer par exemple depuis des dizaines d'années, et qui sont extrêmement performants, bien plus que des humains. Donc moi tu vois, naïvement je m'étais dit en fait côté défensif, les prémices qu'il y avait déjà avec l'analyse heuristique, antivirus, etc., côté EDR qui bloquait pas mal de menaces, je me disais ouais côté SOC c'est du pain béni, tu vois, ça doit bloquer à tout va, ça doit super bien marcher, mais en fait ouais, pas tant que ça quoi. C'est pas la réalité terrain vraiment. En fait, on est aux prémices, il y a beaucoup de solutions aussi qui te vendent de l'IA alors que voilà, c'est des ifs et voilà, c'est pas du vrai IA. Malheureusement, l'IA c'est devenu pas mal un titre marketing aussi. J'ai de l'IA, regardez ma super solution, elle est trop bien. C'est pas le cas. L'IA, c'est plus de l'IA d'assistance que l'IA de détection, même si ça commence à s'améliorer un peu pour faire de la corrélation, tu vois, c'est assez intéressant. Souvent, ce qu'on va se développer sur les SIEM, c'est des summaries, tu vois, des résumés de ce qui s'est passé. Ça évite de devoir rechercher 12 alertes, d'investiguer 12 alertes à la main, il te fait un résumé, et ça te permet d'avancer plus vite. Ou aussi, maintenant, tu peux discuter avec un SIEM. Je sais que Google SecOps fait ça très bien. Il y a aussi Sentinel qui fait ça pas mal. C'est que tu peux lui parler en langage naturel, donc lui dire s'il te plaît, trouve-moi toutes les connexions de Micheline hier. Tu vois. Et tu lui parles comme ça, tu fais entrer, et il génère une requête tout seul et il va recharger dans ton SIEM. Donc ça, c'est des besoins qui sont en train de se développer, et aussi des automatisations qui se développent avec l'IA, mais on est encore aux prémices. Hein. C'est pas non plus sur tous les SIEM, et ces SIEM ont quand même un coût, sont destinés à des grosses entreprises. Donc on est encore au tout début de ça, parce que l'IA, ça peut vite coûter cher en termes d'exécution, et c'est un marché qui est quand même assez tendu. C'est plus du LLM c'est ça. que de l'IA au sens IA, quoi. Ouais, c'est ça, on fait beaucoup de LLM. Tu vas aussi avoir du RAG, donc pour toute l'analyse qui est... ça, c'est plus au niveau CTI. RAG C'est quoi RAG? Moi, je connais pas. On met vraiment. RAG, en fait, globalement, en CTI, c'est beaucoup utilisé pour faire de l'analyse de documents, par exemple. Imaginons que tu as un rapport de Threat Intel énorme, ou un leak énorme, de 1000 pages, tu vois. Tu peux le donner à un RAG à manger, et après, par exemple, lui poser des questions, etc., pour vraiment directement... discuter avec ton PDF. C'est ça. Tu peux lui dire, tu peux me dire, par exemple, quelle technique il a utilisé en page, je sais pas, 900, il va te retrouver tout ça et te donner des infos, tu vois. C'est vraiment, tu lui fais manger de la data, que tu peux ensuite pouvoir la retrouver, tu vois. Ok, ça veut dire quoi l'acronyme? C'est un acronyme ou... Oui, c'est un acronyme, je l'ai plus en tête exactement, c'est Retrieval Augmented, je sais plus quoi, ça doit être un truc comme ça, j'ai plus en tête l'acronyme exact. Generation. Ouais, ça doit être peut-être ça, ou ouais, ça doit être un truc dans le style, ouais. Mais c'est pas mal utilisé, mais tu vois, même moi je suis pas encore expert en IA, mais t'es obligé de monter en compétence dessus, parce que c'est un sujet d'actualité. Ok, intéressant. Mais tu vois, nous, on a le cas avec tous nos rapports de focus, ou de threat hunting plutôt, où on génère plein de data, on génère plein de threat intel, mais tu sais, par exemple, si je me pose la question demain,
quelle technique utilise tel acteur. Ouais, je vais pas me parcourir tous mes rapports de Threat Intel que j'ai fait depuis 5 ans, tu vois. Ouais. Donc c'est là où l'IA va t'aider pas mal à te retrouver cette data que tu as produite, quoi. Donc c'est là où ça va vraiment, comme je disais, ça va être un outil d'assistance surtout. Je suis surpris que tu puisses pas, alors parce que j'ai une vision étroite du métier, très certainement, mais je suis surpris que tu puisses pas quasiment remplacer le L1 par l'IA, parce que ça me semble être la partie la plus automatique, tu vois. Enfin, si vous faites des fiches réflexes pour ça, c'est que c'est programmable, en fait, on va dire, entre guillemets, tu vois. Alors, moi, je vais donner ma vision, warning, mais le L1 va disparaître à terme, je pense. Oui, il va évoluer. Mais pour moi, le L1, déjà, je trouve pas que c'est un métier ultra intéressant. En étant un peu très cash, c'est du clic-bouton. Et ça n'a pas de valeur, que ce soit pour le L1 ou pour l'entreprise. C'est ma vision des choses. C'est assez cash, mais pour moi, c'est le cas. Et je suis en phase avec toi, ça s'automatise. Créer un ticket automatique, ça s'automatise. Dérouler une fiche réflexe, ça s'automatise aussi. Tu vois, récupérer des informations sur un CIEM EDR, c'est des requêtes. Tu peux les lancer en API, tu vois. Tout ça, ça s'automatise pour moi. Pour moi, le métier du L1, il va évoluer. Soit il va devenir un petit L2, soit il va disparaître complètement. La partie que t'as pas, peut-être, c'est le contact avec le client, non, j'imagine. Je sais pas si les L1 font ça. Si, tu peux l'avoir. En fait, t'as des outils de on-call, ça s'appelle. Des appels automatiques par des robots. Ça, tu peux l'automatiser aussi. Très bien. Donc, c'est triste, mais tu peux. Mais en fait, c'est comme tout. Hein. T'as des métiers qui partent et t'as des métiers qui se recréent. Et pour moi, faut évoluer. Mais c'est sûr que je partirai pas en mode je vais faire une carrière dans le L1 parce que c'est quelque chose qui s'automatise et qui a de toute façon pas de réelle valeur, je trouve. Ouais, ou en entry job pour un premier boulot 6 mois, 1 an, pour découvrir. Et même, faut vraiment que t'aies pas de niveau technique parce que tu vas vite t'ennuyer en L1. Pour moi, le L1, c'est... En tout cas, si vous avez un niveau technique, ne partez pas en L1, partez en L2. C'est là où vous allez investiguer. Le L1, tu vas faire que créer des tickets. Tu peux prendre je vais en totale vulgarisation, mais tu prends un boulanger, tu lui dis tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, il saura le faire. Il a juste à lire en fait ce qu'il y a marqué. Ok, et il te le fera à 5h du matin en plus, c'est bien. Ouais, c'est pratique, hein. Pratique. Mais tu vois, c'est tous des trucs comme ça qui... Il n'y a pas forcément besoin d'IA, mais tu peux faire des automatisations basiques sans IA qui te créent un ticket tout seul et tout ça avec des playbooks, etc. C'est à ça que sert le sort. Et c'est déjà ce qu'on tend à faire, tu vois. Et le L1 va un petit peu disparaître à chaque fois. Je crois que j'ai un concept avec l'histoire des boulangers. Tu peux, à mon avis, tu fais un follow the sun, mais avec des corps de métiers différents. Le matin, c'est des boulangers. Après, c'est des gens normaux. Et après, tu mets des infirmiers, tu sais, pour le soir. Incroyable. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Faut que tu montes ta boîte avec ça, à mon avis, ça peut être. Shit. Le SN de l'enfer. Et niveau attaquant, t'as vu des changements de tactique ces dernières années ou... Ouais, en fait, j'imagine avec l'IA déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Et ça évolue même avec les technologies, tu vois. Parce que t'as des fois en défensif, ça ferme des portes parce qu'il y a des patchs qui sont déployés, etc. Tu sais, à l'époque, on avait beaucoup de... Tu sais, les macro words, il y avait que ça, tu vois, on se faisait compromettre via macro word tout le temps. Maintenant, ils ont patché ça, mais en fait, toutes les tactiques évoluent. Et tu vois, maintenant, ça se projette beaucoup vers l'humain. Bon, même si ça a toujours été le cas. Mais on est très, comme je disais, avec du click fix, des repos GitHub légitimes. On va chercher ce type de vulnérabilité là, quoi. Vraiment, en ce moment, on est pas mal sur de l'utilisateur, mais c'est vrai que ça évolue avec le temps. Si t'as des nouvelles techno qui évoluent, ça va le suivre. Tu vois, maintenant, le cas qu'on voit, c'est l'utilisation de sites légitimes pour distribuer du malware. J'ai pris l'exemple de GitHub. Mais par exemple, Steam, c'est utilisé. Parce qu'en fait, tu prends ton nom de profil, au lieu du nom de profil, tu mets pas un utilisateur lambda, tu mets du bas64, et t'as ta payload qui est délivrée avec un Steam. Parce que tu vas charger via ça, et tu récupères le bas64, mais c'est légit, t'as été sur Steam, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est... t'as ça partout. Si je me trompe pas, je crois que t'avais ça peut-être avec une plateforme genre de réservation d'hôtel ou un truc comme ça. En fait, dès que t'as une valeur que tu peux récupérer sur un site, elle peut être exploitée pour délivrer de la payload. Donc, c'est vrai que c'est malin, ouais.
Ouais, mais moi quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le profil Steam, j'étais en mode oh les génies. Parce que ça, typiquement un SOC ou de la CTI, il va dire bah, Steam c'est légitime, tu vois. Donc c'est là où c'est pas simple à détecter. Ouais, clairement. Et comment vous gérez tout le côté cloud, télétravail, IoT, tout... Comment ça se gère ça dans le SOC en fait? Parce que maintenant il y a quand même pas mal de choses qui sont complètement externalisées et Ouais, enfin on a eu un talk hyper intéressant la dernière fois sur le cloud. On a appris, enfin moi en tout cas j'ai appris énormément de choses sur la sécu cloud et du coup je me demande là niveau SOC comment vous gérez ça? alors c'est pas simple parce qu'en plus les techno-cloud ça évolue tellement rapidement et même de l'IoT, etc. En fait, il y a plein de choses. Après, ça reste des équipements qui loguent, donc on récupère des logs. Et juste, faut s'adapter à la technologie, faut monter en compétence dessus. Parce que c'est les techno-cloud, que ça soit AWS ou GCP ou X ou Y techno-cloud, c'est pareil. T'as du log et t'as de la détection possible. Je sais pas, par exemple, sur de la AWS, tu peux détecter un S3 qui se fait exfil ou je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Par exemple, je sais pas, de la création de VM EC2 en boucle. Tu vois, t'as plein de choses possibles, tu vois. Mais c'est juste des logs qui changent. On s'adapte au format des logs. Il y a de la montée en compétences par contre à faire. Et t'as des outils aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure entre EDR et XDR. Tu vois, t'as l'EDR qui était bête et méchant sur l'endpoint. Maintenant, t'as du XDR qui prend les logs cloud en compte, qui prend les logs mail. Et tu vois, le techno évolue avec ça aussi, quoi. Pardon, je t'ai occupé à raconter de la merde dans le chat. Très bien. Non, mais ça brode hein, là sur les techniques pour pas se faire banvac sur le réseau du boulot avec Steam et tout. On est bien. On est bien. Ok, très bien. Alors, à part l'IA, parce qu'à chaque fois, tu sais qu'on demande un peu des pistes pour le futur, hein, tout le monde nous répond l'IA, mais au final, bon, c'est vrai, oui, effectivement. Mais il y en a marre, voilà, révolution. Est-ce que, à ton avis, il y a des trucs côté SOC ou plus largement côté défensif dans les entreprises qui vont monter en puissance dans les années qui viennent? Parce que tu vois, par exemple, t'as un truc peut-être qui peut être utilisé côté défensif. T'as eu pas mal de révolutions côté blockchain à une époque, même si ça commence à dater un petit peu. Est-ce que t'as des trucs qui peuvent venir de ce monde-là? Est-ce que t'as d'autres technos, tu vois, d'autres secteurs entiers qui vont monter, à ton avis, côté SOC et Blue? Bon, je suis désolé, hein, mais je vais devoir utiliser la réponse IA, parce que pour moi, c'est vraiment la réponse qu'il y a à ce niveau-là. En fait, je pense pas qu'il y a réellement d'autres technos, tu sais, qui vont se lever, ou tu vois, blockchain, etc. Je pense pas du tout. Au contraire, la blockchain, c'est utilisé pour les malwares, si jamais. On en voit aussi, tu vois, pour délivrer aussi des payloads ou exfiltrer de la data via blockchain, ou même de l'exfiltration, etc., X ou Y. À mon avis, il n'y a pas vraiment de technologies comme ça qui vont se démarquer. On a vraiment de plus en plus de cloud, etc. Et d'applications en cloud. Mais je pense vraiment, actuellement, le sujet, c'est l'IA. Donc désolé de répondre ça, mais c'est la réalité, tu vois. On a énormément d'IA partout, à tort et à travers, et c'est le sujet difficile qu'on doit gérer et qui va être à gérer encore à l'avenir, parce que ça évolue partout, et il y a plein de dérives dans tous les sens. Donc, désolé, pas la réponse que t'attendais, mais c'est le cas, c'est ce qu'on a en fait. Non, mais c'est la réalité, on le voit dans beaucoup de choses, c'est effrayant. Moi, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, je me suis dit, mec, t'es en train de te faire larguer, deviens pas vieux avant l'heure, bouge ton fion, ça va vite, hein, ça va vraiment vite. Mais même, tu vois, maintenant, je me suis fait la réflexion aussi, si on t'enlève l'IA maintenant, tu vois, maintenant t'y as goûté, mais tu vois, rien que pour le scripting, ou pour, tu vois, des trucs tout cons, mais moi maintenant, je passe tout par IA, tu vois, ça va 10 fois plus vite, t'as plus à devoir apprendre 12 000 techno, et il te sort les informations, c'est devenu un copain du quotidien, tu vois. Moi, si on me l'enlève, je pense que je deviens un peu perdu, tu vois. Mais à mon avis, à l'avenir, bon, ça c'est une discussion philosophique sur l'IA, du coup, la génération future, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais va perdre en compétences, parce qu'ils vont se baser du coup full sur l'IA, et vont pas s'intéresser vraiment, parce que avant, quand tu voulais apprendre à dev, bah, c'est RTFM, hein, tu bouffais la doc, et tu te tapais 12 erreurs à la suite, et tu devais débug toi-même. Et c'est bête, mais t'apprends quoi. Ouais, après, en même temps, ça va évoluer.
C'est quand tu vois en fait la qualité de prompt de certains et la qualité de prompt d'un noob de l'IA, c'est pas la même chose. Quand tu vois ce que tu es capable de ressortir avec un chat GPT sur un utilisateur lambda, un power user, c'est pas la même chose. Clairement. Ouais, je pense qu'il y a quand même. Et puis, bon, on verra dans 10 ans, mais pour l'instant, c'est pas ton IA qui va te dev un SIEM de A à Z. Enfin, Ah bah il y non, aura c'est sûr. toujours besoin de développeurs, quoi. Et après, le scripting, bah oui, mais évidemment. C'est clair Bah, que tu vas pas passer une demi-heure à faire un script parce que tu t'es gouré, mais en fait, ah oui, mais attends, sur Stack Overflow, c'était comme ça, mais 20 secondes plus tard, t'as ton script, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai, ça t'assiste en fait, ça t'aide beaucoup. Mais par contre, ouais, faut. Moi, c'est juste l'aspect que je dis. Faut rester vigilant et comprendre ce que tu fais. Pas copier-coller bêtement ce que Ouais. fait un SIEM. Ce que fait un SIEM, Ouais. ce que fait l'IA. Bah, au même titre que c'était Stack Overflow avant. Oui, clairement. Bah, Combien de toute façon, personnes qui faisaient du copier-coller de. c'est ça. En fait, bah, c'est vraiment une morale globale, c'est comprendre ce que tu fais, copie pas bêtement, quoi. C'est ça, ouais. Et bizarrement, c'est les mêmes personnes qui avancent du copier-coller des données clients sur Stack Overflow qui l'ont fait ensuite après dans les LLM, histoire de Oh oui. histoire de leak. Voilà, et ils voient pas le problème, ce qui est normal. En vrai, moi quand je vois, tu vois, ce côté un peu révolution là, tout ça, je me dis très certainement ce qui va se passer, c'est comme les programmeurs avant qui programmaient vraiment en langage machine, qui faisaient de l'assembleur tout le temps, qui faisaient beaucoup d'électronique au final et de même le côté matériel et électrique, que nous en tant que dev ou informaticien moderne, on fait plus du tout maintenant, on sait plus le faire, tu vois. T'as des gens qui sont payés pour le faire à notre place, tu vois, mais j'imagine que ça va évoluer un peu de la même façon, hein, au final. Ouais. Soit on va évoluer avec le temps. De toute façon, si tu regardes déjà sur le scope des 20 ans en arrière de technologie, t'es en mode, ouah, ça avance tellement vite. Donc, à mon avis, ça va rebouger pareil. Juste l'IA, c'est une nouvelle techno. Ouais. On va évoluer avec notre temps. Et même quand tu vois l'évolution de ChatGPT à travers les versions, à chaque fois, on est en mode, oh, qu'est-ce que ça fait? C'est fou. Donc, on va être encore surpris dans 1, 2, 3 ans. Et ça va faire évoluer tant bien l'aspect dev et tout ça, mais aussi l'aspect sécu, l'aspect SOC, etc. Et qu'est-ce qu'on va rigoler dans 5 ans quand il y aura un PwnKit spécial LLM qui va sortir, là, ça va être génial. Et tu vois, c'est plein de besoins. Et tu vois, j'ai vu un tool de Joe Marocca qui est sorti récemment, mais il y a même des outils de sécu qui sortent pour sécuriser, tu vois, tout ce qui est LLM, tout ça, pour détecter les tentatives de jailbreak, etc. Donc t'as tout du tooling qui va sortir, t'as plein de use cases. Bah, il y Et, a un OWASP dessus. Ouais, c'est ça. Mais c'est une nouvelle techno, faut apprendre à l'appréhender et évoluer du coup avec, quoi. Bon, bah, on va se diriger vers la conclusion tout doucement. K1K. Alors, on va te poser quelques questions. Tu vas voir, c'est des questions qu'on pose un petit peu à tout le monde. Ouais. Donc, bah, on espère que tu t'es préparé. Parce que parfois, on a des gens qui se retrouvent tout coincés, ils savent pas quoi répondre. Donc, on va commencer par un truc bien fun. Quelle est ta pire expérience dans le SOC? Ma pire expérience. Ouais. Je peux dire que c'est. En fait, c'est dur parce que c'est la pire et la meilleure en même temps. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est quand on m'a appelé et on m'a dit bonjour, c'est ta première astreinte, t'es en crise. Juste en mode, mais c'est quoi ça? T'es paniqué, t'es en mode bah waouh. Mais par contre, t'es content en même temps. Tu vois, c'est pire et meilleur parce que tu vas enfin avoir un cas concret. Parce qu'il y a tellement de faux positifs dans le SOC que quand t'as un cas concret, c'est cool. Mais en même temps, t'es dans une situation qui est pas confortable. Donc, tu vois, t'as un entre-deux où c'est là où je me suis dit, ouais, c'est dur, c'est pas fun, je ferais pas ça tous les jours. Respect à toutes les équipes CSIRT, etc., qui font du vrai incident au quotidien, qui doivent gérer du coup tout le stress client, etc. Mais c'était pas simple, mais c'est une très bonne expérience après, quoi. Et ok, ouais, donc c'est la pire et la meilleure expérience, très bien. Je peux pas poser ma deuxième question. Ah non. Désolé, ça fait les deux, mais c'est vrai que c'est un boulot, bah, c'est un cas qui était très, très marquant, quoi. En tout cas pour Il moi. nous a bien roulé. Hein. Il nous a bien eu, Eh hein, oui, t'as vu? Non, mais en vrai, il y a plein de bonnes expériences, tu vois. Mais moi, je trouve les bonnes expériences, c'est quand t'as aussi le retour de la. Tu sais, quand tu fais des analyses, t'as le retour du client où il est content, tu vois, et que ça se passe bien. T'as une bonne. C'est bête, hein, mais tu sais, quand tu bosses quotidiennement sur un client
et que tu sais, t'as le retour, t'as sa satisfaction que t'arrêtes une vraie attaque, et que tu sais qu'il est content que tu le protèges, bah t'es content de ce que tu fais, du métier que tu fais, tu vois. Parce que tu sais que ça sert et tu comprends que ça a un vrai impact, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et quand t'es dans un MSSP ou tout ça, tu aussi travailles avec tous les corps de métier et différentes entreprises de différents secteurs. Donc c'est ultra enrichissant, je trouve, et j'ai eu le cas de plein de domaines que j'ai appris parce que je bossais pour des clients X ou Y plus ou moins gros, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est dans un métier où bah, quand tu fais bien ton taf en général, du coup ça se voit pas, personne n'est au courant malheureusement. Mais là oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir ce retour-là. Bien. Est-ce que tu aurais des invités à nous recommander pour des futures émissions et si possible avec un sujet accroché histoire qu'on sache de quoi ils parlent? C'est une bonne question. En vrai, vous avez déjà passé pas mal de sujets. En vrai, de toute façon, c'est top. Je sais pas, vous avez déjà fait tout ce qui est reverse, analyse de malware, tout ça? C'est une question, je sais pas du tout. Pas vraiment, non. On a eu un petit début forensique avec XNO, mais on n'a pas fait du malware pur et dur, non. Tout ce qui est reverse, moi je sais que c'est un truc qui m'intéresse, moi en tant que CTI, parce que c'est un domaine qui est tellement complexe. Tu dois tellement avoir des connaissances pointues et pouvoir reverse des trucs qui sont assez avancés. Après, c'est aussi un boulot qui est aussi intégré à tout ce qui est un peu SOC et CTI aussi, parce que ça fait partie du corps de ça. Mais je trouve que c'est un domaine qui est intéressant. Après, à savoir si vous pouvez faire un sujet entier dessus, c'est compliqué. Ouais, on Mais en peut. tout cas, c'est un domaine que... Si on peut. C'est un domaine qui, en tout cas, moi, m'intéresse et je trouve que c'est intéressant de monter en compétence dessus. T'as des noms un peu ou des... Pas plus que ça? J'aurais pas de nom comme ça. Ah ouais, j'aurais pas de nom en tête. Mais je vais essayer de regarder. Au pire, je vous dirai. Ça marche. Il y a quelques bons reverseurs en France quand même. Je pense qu'on arrivera à bien en attraper un quand même. Oui. Ou alors il regarde l'émission et il va nous attraper. Allez. Coco, je fais le lapin. Voilà. Non, c'est une blague, calmez-vous. Eh bien écoute, avant la fin de cette émission, on aimerait avoir tes ultimes conseils, tes 3 conseils pour les futures générations de la cyber qui nous regardent. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Eh ben, en tout cas, je vais parler pour si vous voulez devenir analyste. Vous butez, même si vous voulez faire de la cyber en général. Vous bloquez pas au domaine qui vous intéresse. Allez voir vraiment tout ce qui se fait, c'est un milieu énorme, vaste, même dans la gouvernance, tout ça. Regardez, soyez curieux et vous bloquez pas les portes. C'est un domaine qui est ultra riche. Faites une bonne veille, faites de la veille, intéressez-vous, soyez curieux. Parce qu'en vrai, vous allez pouvoir trouver des trucs peut-être que vous n'aurez pas pensé de base, qui peut être ultra intéressant. Et n'hésitez pas à rejoindre des communautés comme Hackback, comme Hack the Box France, tout ça. Parce que c'est là où perso j'ai commencé. Et c'est ce qui m'a donné vraiment C'est là où tu vois que t'as plein de personnes qui font le même métier que toi. Et c'est ultra intéressant. Du coup, vous fermez pas de porte et soyez curieux. Éteins la caméra, le stream passe offline. Demain, nouvelle interview d'un tueur en prime. Live, la session se ferme, mais nos blablas sont gravés en ligne. Hackback continue dans la cyber, toujours sur le ring.